Je vous remercie de me donner la parole. Mesdames et messieurs les députés européens, mesdames et messieurs, je m'appelle Charlène et aujourd'hui je viens vous parler d'un avortement que j'ai subi à 27 ans, alors que j'étais déjà mère. Pas choisi, subi. J'étais une jeune femme de mon temps, moderne, indépendante, plutôt convaincue du bien fondé du droit à l'avortement. J'étais engagée dans une relation sérieuse et non, ma grossesse n'était pas un accident, plutôt une inconséquence. Et lorsque j'ai annoncé la nouvelle à mon compagnon, il a paniqué et m'a sommé d'avorter. Je l'aimais et je considérais que nous avions tous les deux des situations et des âges décents pour accueillir un enfant. Je ne voulais absolument pas avorter. Face à mon refus, le premier médecin que nous sommes allés voir tous les deux m'a demandé « Vous êtes croyante ?» Non, je n'étais pas croyante, je n'avais ni foi ni dogme, et il me semblait qu'il n'était pas nécessaire de croire en Dieu pour vouloir protéger la vie en son sein, que c'était plutôt quelque chose d'instinctif en réalité. Nous avons alors été orientés vers une psychologue du planning familial. Elle devait nous aider à dialoguer, à trouver une solution ensemble. Mais je n'y ai pas du tout trouvé le tiers neutre que je recherchais. En effet, lorsque je parlais de mon bébé à venir, elle me rétorquait catégorique « Vous ne pouvez pas parler de bébé, ce n'est qu'un tas de cellules ». Je me souviens lui avoir répondu dans ces cas-là, vous aussi vous êtes un tas de cellules, je suis un tas de cellules, mon compagnon est un tas de cellules. Voilà. Je continuais d'exprimer mon refus, mais elle me prenait les rendez-vous nécessaires à l'intervention, au cas où, disait-elle. Jamais cette femme n'a entendu ma voix, jamais cette femme ne s'est souciée des conséquences que cet avortement dont je ne voulais pas pouvait avoir sur ma santé mentale. Quant au docteur du planning familial, elle n'a tout simplement pas compris ma question quand, lorsqu'elle m'a remis le comprimé à prendre la veille de l'intervention, je lui ai demandé s'il était possible de revenir en arrière après l'avoir ingéré. La veille de l'intervention, voici donc le moment de prendre le comprimé destiné à faciliter l'aspiration du bébé. J'avais déjà 2 heures de retard dans la prise, j'étais prostrée dans ma salle de bain à pleurer. Mon compagnon s'est montré très insistant et m'a porté le comprimé à la bouche. J'ai fini par céder, épuisée par les pressions que j'avais subies durant le temps écoulé depuis la découverte de ma vie. Le lendemain, à la clinique, j'ai pris 2 comprimés de plus et je me suis vue me vider de mon sang, me vider de mon enfant. L'interne présent a souri et a dit que c'était bien, que cela faciliterait l'intervention. Tout s'est passé dans une atmosphère ouatée, cotonneuse. On m'a proposé une couverture chauffante. Tout le monde était très gentil, plein de bonnes intentions. Chacun avait l'air si sûr du bien fondé de sa fonction, du bien fondé de ce que je m'apprêtais à subir, alors que je ne voulais pas et que le planning familial le savait. À ce moment-là, je n'ai pas disposé de mon corps, on a disposé de mon corps. Et le soir même, il n'y avait plus personne, plus aucun suivi puisque le problème était réglé. Je me suis retrouvée seule, en crise de larmes, en proie à l'angoisse la plus terrible face au vide abyssal laissé par l'enfant dont je ne voulais pas me séparer, laissé par mon bébé. Le sentiment véritablement qu'il me manquait un enfant, moi qui étais déjà mère, et la question lancinante, quelle mère suis-je pour avoir accepté cela ? Aujourd'hui, en vous livrant ce récit, je me demande encore pourquoi n'ai-je pas fui ? Pourquoi n'ai-je pas eu la force de fuir ? Pourquoi n'ai-je pas claqué la porte du planning familial ? Pourquoi n'ai-je pas quitté mon compagnon sur le champ ? Pourquoi ai-je continué à me rendre à ces rendez-vous avec docilité ? Je croyais jouer la montre en réalité, tenir jusqu'à l'expiration du délai légal, mais la psychologue du planning familial était pressée. Plus de 10 ans après, je ne comprends pas pourquoi cette femme ne m'a pas écoutée et n'a fait que relayer la pression que je subissais de mon compagnon, elle qui était censée défendre le droit des femmes, tout de même. Je ne comprends pas pourquoi elle ne m'a pas parlé des alternatives à l'avortement et m'a poussée vers cette seule issue, comme si ma grossesse était un problème à régler. Je ne comprends pas pourquoi elle y a mis tant de conviction. IVG, mon corps, mon choix, tel est le slogan du planning familial. Je le réaffirme devant vous, l'IVG n'était pas mon choix. Quelques semaines plus tard, j'ai fui, mais trop tard. J'ai quitté mon compagnon, déménagé à 400 km. Je ne supportais pas de me trouver là où tout s'était passé. J'ai aussi sombré dans la dépression. Ce qui nous divisait, mon compagnon et moi, cette grossesse, n'était plus, et pourtant, le problème était loin d'être réglé. C'est le début d'années de détresse et d'une longue traversée du désert. En effet, le deuil a été long.
5 ans avant d'accepter de me faire aider, car accepter de l'aide, c'était accepter que mon bébé ne soit plus là. Et je ne voulais pas regarder cette réalité en face, c'était trop douloureux. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, j'ai fondé une nouvelle famille, c'est une vraie consolation. Mais on ne peut oublier, on peut seulement apprendre à vivre avec. Mesdames et messieurs les députés européens, aujourd'hui, je vous demande solennellement de protéger les droits des femmes face aux pressions, qu'elles viennent de leurs partenaires, de leurs familles ou des professionnels censés les écouter. Garantissez-leur un vrai choix en leur permettant d'être informées sur toutes les options, y compris les soutiens financiers et humains pour mener une grossesse à terme. Former les acteurs médicaux et sociaux à détecter les situations de coercition. En Europe, en 2025, une femme qui dit « je ne veux pas avorter » doit être entendue. C'est aussi cela le droit des femmes. Je vous remercie.